violence, le pardon est plus viril que le châtiment. Le pardon est la parure du soldat. C'est signé Mohandas Gandhi. Nous allons certainement nous servir de cette citation comme béquille pour parler de réconciliation et de pardon dans cette émission, dans ce grand format du jeudi. Bienvenue à l'émission de la paix. Restez concentrés parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Et ma joie est encore à son paroxysme quand il s'agit de retrouver ma team du jeudi. Juste à ma droite, Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à tous, ça fait plaisir d'appartenir à une team non violente et c'est essentiel. N'est-ce pas? Manuela Pocosi ne dira pas le contraire. Absolument pas. Bonjour Caro, bonjour cher public. Salut chers téléspectateurs, ravi d'être là comme d'habitude. Et Docteur Philo, avec lui, on ne sait jamais parce qu'il rame très souvent à contre-courant. Alors, Philo, ça va? On peut se réconcilier, on peut se pardonner, on peut vivre la paix ici, la non-violence surtout. Toujours, c'est le pardon qui anime nos esprits. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour demander pardon également à tous les policiers de Côte d'Ivoire. Oui, vous voyez cette vidéo, on l'a vue il y a quelques jours. Là, vous avez vu cette vidéo, un taximètre, un chauffeur en train de trimballer un policier sur le capot de son... C'est pas drôle, ça fait même pas rire. Du plateau à 13 villes, jusqu'à 13 villes, franchement, je demande pardon. Et je voudrais remercier également les autorités pour leur sens de retenue. Parce qu'il n'y a pas eu de truc, la justice a fait son travail. Mais en même temps, Caro, je demande pardon aux policiers, mais quand on demande pardon, il faut libérer son cœur. C'est pourquoi je vais lancer sort à ces chauffeurs de taxi. Non, franchement, de taxi... Bon, je ne sais pas s'il va appeler compteur, mais deux compteurs. Mais attends, comment est-ce qu'on peut se comporter de la sorte? Non, mais c'est... Attends. C'est un acte d'incivisme inqualifiable. C'est-à-dire qu'on n'a même plus peur de l'autorité, quoi. Aucun respect pour l'autorité. La tenue, rien que la tenue simplement. Il faut respecter la tenue. Je dirais dans quel pays sommes-nous? Non, sommes-nous, c'est encore mieux. Non, mais pour dire que vraiment on a l'impression qu'on vit à l'envers, quoi. À l'envers. Et ce monsieur-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, qu'est-ce qu'il avait bu ce jour-là. Et puis j'ai dit, si c'était eux, le policier, il était en position où il pouvait d'un moment à l'autre l'écraser. Donc il était en position de légitime défense. Il pouvait tirer vite là, pistolet là, ça tire, il peut le tirer. Mais il n'a pas fait, il a gardé son calme. Si c'était eux, à eux qu'on avait fait ça, vous allez voir grève de combien de jours là. Mais regardez, il n'y a rien eu, la justice a fait son travail. Mais ça veut dire qu'il faut que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans leur vin. Franchement. Il faut que ces transporteurs-là, ces chauffeurs, ce n'est pas eux tous, mais ces brebis galeuses-là se ressaisissent. Merci Parce beaucoup. que c'est pas bien. Et je demande, je veux dire que si l'État... Si c'est à cause de moi, je demandais pardon, si c'est à cause de moi, on a qu'à faire sortir tous les militaires des casernes, chicoter tous les chauffeurs des taxis contre nous. Non, mais ça fait mal. Il faut pardonner. Ça fait mal. Pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Mais il faut sanctionner, certes, mais en tout cas, vous essayez de pardonner. Voilà, je sais que vous êtes remonté. Merci beaucoup. Ça fera peut-être l'objet d'un autre sujet. Mais aujourd'hui, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous parlons de réconciliation. Nous parlons également de pardon à travers le thème suivant. Isiaka Diaby, victime de la crise électorale. Aujourd'hui, j'invite les Ivoiriens au pardon et à la réconciliation. Et nous rappelons qu'il s'agit de la crise électorale 2000. Isiaka Diaby, bonjour. Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci à vous. Alors, avant toute chose, il faut que les choses soient claires. C'est vrai que nous ne venons pas sur ce plateau pour remuer le couteau dans la plaie ou pour rejeter la pierre à qui que ce soit. Nous sommes là, non pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais pour amener les Ivoiriens à se réconcilier les uns avec les autres, parce que, comme on le dit, le pardon, il est divin, et le pardon nous permettra de nous construire et nous reconstruire. Alors, avec vous sur le plateau, nous avons également M. Zawi. Monsieur Zawi, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde, et merci de votre accueil. Vous êtes sociologue, c'est bien cela, c'est à ce titre que nous vous recevons sur le plateau de ce midi, mais par ailleurs, gestionnaire des ressources humaines et consultant formateur. Monsieur Isiaka Diaby, vous êtes gérant d'une société industrielle, également président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, créé en 2001. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation.
et on espère faire une émission paisible et plaisante avec vous. Avant les échanges, je ne dirais pas avant les hostilités, il y a des mots qu'il faudra proscrire de cette émission. Avant donc les échanges en plateau, voici le récit écrit par Adji Raymond et bien sûr lu par Nafi Touré. A tout de suite. Comme des milliers d'autres Ivoiriens, Isiaka Diaby se souvient avoir été victime des agitations politiques qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire ces 2 dernières décennies. Dans son cas spécifique, en octobre 2000, dans la foulée des violences commises à l'issue de l'élection présidentielle, qu'il dit avoir été l'objet de tortures. 20 ans plus tard, les faits qu'il a vécus et qui l'ont longtemps traumatisé l'ont rendu fort, d'après ses propres aveux. Son combat à lui, il a décidé de le mener de façon légale en se mettant au service de la réconciliation dans son pays. Depuis 2001, il s'implique dans les différentes initiatives en faveur de la réconciliation. Son idéal, c'est que toutes ces personnes qui se sentent victimes des différentes crises qu'a traversé la Côte d'Ivoire soient soulagées par la repentance des entités identifiées comme étant de potentiels bourreaux. Pour lui, les victimes n'ont ni coloration politique ni ethnique. Apaiser les douleurs par le pardon pour éviter de retomber dans le cycle de vengeance, voilà le message qu'il vient délivrer sur le plateau de Ce Midi. En tout cas, merci pour cette association, merci pour ce collectif. Alors, vous avez vécu, selon le récit que nous avons écouté, des scènes traumatisantes. Nous n'allons pas forcément revenir là-dessus pour éviter certaines choses, mais ce que nous voulons savoir, c'est que comment est-ce qu'on passe d'une scène ou d'un état de traumatisme avancé pour atteindre cet état de psychologie-là fort et qui vous permet de prendre le devant des choses et de mettre sur pied une association. Merci. Il y a d'abord l'éducation, la foi, cette richesse qui nous reste lorsque nous sommes éprouvés, qu'il faut préserver à tout prix et l'utiliser afin qu'elle profite à nos semblables. Et ensuite, il y a la responsabilité et il y a l'environnement dans lequel nous sommes nés, où nous avons grandi. Qu'est-ce que nous avons vu? Comment les gens vivaient avec leurs concitoyens? Comment le BT ou le Gouro vivait avec... sans tenir compte des distinctions ethniques et religieuses. C'est dans ces environnements-là que moi j'ai grandi. C'est dans ces environnements-là que je suis né et j'ai reçu une éducation et j'ai obtenu une foi. Et le sens de la responsabilité d'abord en tant qu'être humain et le sens de la responsabilité au moment des faits. Lorsque il y a eu des violences, que vous êtes sortis dedans indemnes, ceux qui sont les plus touchés compte sur vous pour agir en fin de la restauration de leur dignité ou le retour de leur intégrité physique. Mais si vous prenez une autre voie, vous les trahissez. Donc vous êtes obligé d'aller dans le sens de la restauration de leur dignité. C'est très bien parce qu'on voit le sens des valeurs et de l'éducation qui nous servent de base lorsqu'on se retrouve face à des situations très difficiles. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait des valeurs, mais à côté, il y avait un traumatisme. Est-ce que vous attendez d'être guéri avant de vous lancer dans la chose ou vous prenez juste le devant des choses parce que vous vous dites j'ai le sens de la responsabilité et j'ai à cœur ou peut-être je sens en moi une âme de leader, donc j'ai envie de faire quelque chose? Oui, c'est vrai. Le traumatisme après les survenances, après les survenances de violences sont à plusieurs degrés. Lorsque moralement vous êtes traumatisé, vous êtes plus compatissement à l'égard de celui qui a été extropié, par exemple. Celui qui est tétanisé parce qu'il a reçu des balles dans le corps et ne peut pas bouger. Vous mettez votre situation à côté, vous vous penchez plutôt sur celui qui souffre plus que vous physiquement et moralement. Voilà un peu les raisons pour lesquelles nous avons mis notre situation à côté et nous pencher du côté, par exemple, de l'orphelin dont le père a perdu la vie pendant la crise, qui a besoin de plus d'affection que moi. Alors, donc, je vais dire, il n'y a pas eu de déclic particulier, vous avez juste écouté votre cœur et vous vous êtes jeté. Mais ce que je veux savoir, quelles sont les missions assignées à cette association? Et concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? La première mission assignée à cette association, c'est agir pour réaliser la restauration de la dignité des victimes
agir ensuite pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver ses luttes d'antan où il faisait bon vivre entre les Ivoiriens sans distinction ethnique, religieuse et d'origine géographique. Où chacun vivait avec son semblable dans la paix et dans l'harmonie en mettant en avant la question du bien-être de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est important. C'est ce que nous avons vu. D'accord. Avant d'aller plus loin dans votre développement, j'aimerais bien m'adresser à notre sociologue. Je vais dire, est-ce que c'est bien pensé pour une victime qui n'est pas encore forcément guérie de ses blessures de se lancer dans une telle initiative? Merci Caroline. Non, il y a un grand danger. Quand on est victime, il y a forcément des traumatismes psychologiques, parfois aussi physiques. Et en toute chose, il faut guérir, il faut se retrouver. Si je suis victime et que je prends sur moi, en dépit de cette situation, d'aller défendre la cause d'autres victimes, d'un côté, je suis crédible, parce que comme eux, j'ai vécu ça, donc ils vont c'est mieux perçu. Mais de l'autre côté, mes failles sont présentes, donc je peux toujours flancher et je peux ne pas être toujours lucide, ce qui sera différent pour quelqu'un qui va défendre les victimes, mais qui n'a pas été cette personne même victime, qui a une distance, on va dire, psychologique, qui peut prendre la hauteur, qui sera beaucoup plus lucide. Donc, en toute chose, mais moi, je salue le courage de M. Diaby, parce que avoir vécu ce qu'il a vécu, bon, c'est vrai que comme vous l'avez dit, on ne rentre pas dans les détails, mais bon, en off, il y a des choses qu'il m'a confiées, je m'arrachais les cheveux. Donc, pour avoir vécu ça, et prendre sur soi de venir défendre les victimes, oui, ça demande beaucoup de courage. Ça demande d'avoir des ressources en soi. Et comme il a dit, l'éducation qu'on reçoit nous aide aussi dans ce sens-là. Nos valeurs, nos croyances aussi peuvent nous aider. Et, donc, mais idéalement, sous d'autres cieux, quand on vit ça, on est accompagné par des spécialistes, par des psychologues, parfois par des psychiatres, qui nous aident à nous retrouver. Chez nous, en règle générale, c'est la nature qui fait son œuvre, on va dire. Toutes les crises qu'on a connues en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes n'ont pas été accompagnées. La nature a fait son œuvre, il y a ceux qui se sont retrouvés et il y a d'autres qui n'ont jamais pu. Donc, on aura le temps de revenir là-dessus parce que c'est un point essentiel tout de même. Tout à fait. Voilà, donc pour terminer sur ça, comme je l'ai dit, oui, lui ayant été victime, il a une crédibilité. C'est cela. Maintenant, le grand danger qu'il peut aussi courir, c'est quand il prend parole publiquement, qu'il y ait des personnes qui le voient comme celui qui défend des victimes qui sont peut-être différentes. On en parlait et dit, mais en même temps, c'est pas évident. Mais il fait ce qu'il peut. Hein, vous savez. Monsieur Isiaka Diaby, on en parle quand même. Oui, on peut en parler. Comment est-ce que vous arrangez? Parce que voilà, la cause, elle est noble. C'est-à-dire, je décide de défendre toutes les victimes, parce que les victimes, il y a des victimes de toutes les époques, depuis plus de 20 ans maintenant, et des victimes de tous les partis. Alors, comment vous faites pour rester impartial? D'abord, dans nos actions, il y a plusieurs paramètres. Il y a d'abord la question de l'humanitaire. Je prends un exemple bien simple. Après la crise post-électorale, il y avait les tombes isolées, fosses communes qu'on pouvait identifier partout en Côte d'Ivoire. Et parfois sur l'heure de jeu des enfants. Ce sont les vestiges des violences subies commis par les adultes qui étaient exposés aux enfants. Donc, on a pris comme ça le soin de les identifier, mener des actions afin que ces corps-là soient exhumés. Mais il y a des quartiers où les gens disaient que c'est les quartiers pro-Gbagbo. C'est là-bas même que nous avons mis notre comité d'identification des tombes isolées, fosses communes en place. Et là-bas, la personne qui est chargée d'identifier les fosses communes et tombes isolées était partisan pro-Gbagbo. Dans le même quartier, la personne qui était chargée d'identifier les orphelins était partisan du RHDP. Donc, par ces actes, nous avons réussi à mettre les communautés ensemble et à mettre devant leur objectif la réalisation d'un bien-être commun. Donc, voici des éléments qui nous ont permis de rapprocher les parties d'abord. Et puis, il y avait le cas des blessés qu'on a pris dans d'autres communautés. Donc, on a réussi à mettre l'ensemble des parties belligérantes ensemble pour agir, pour exhumer le corps, scolariser les orphelins, soigner les blessés et assister les femmes qui ont été les victimes de violences basées sur le genre. Bon. C'est comme ça que nous avons créé cette cohésion à partir de Yopougon. Et quand on a vu l'expérience que ça portait, on l'a transporté ailleurs
Et ça marche jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, on vous félicite pour toutes ces actions menées depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a pas oublié certaines prises de position sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, j'ai pas envie de vous allumer. Manuela Pokosi. Une question qui s'adresse à nos deux invités, en fait, au sociologue, à notre sociologue, M. Zawi, et à vous aussi, M. Diaby. J'allais dire, on parlait des victimes, on expliquait qu'elles ont une légitimité, qu'il faut aussi qu'elles puissent guérir pour pouvoir aider les autres. Mais est-ce qu'à travers, justement, ces initiatives, quelque part, c'est pas une sorte de guérison? Est-ce que ça vous permet pas de guérir, vous aussi, en aidant les autres? La question s'adresse à vous deux. Est-ce que c'est pas ce que ça vous permet de faire, d'aider les autres, de guérir vous aussi? Voilà, une sorte de thérapie. Absolument. Oui, effectivement, c'est un facteur de réparation pour moi. Et à un certain moment donné, et comme le frère le disait tout à l'heure, la gendarmerie, à un certain moment, actuellement, je dis qu'il y a alliance entre la gendarmerie et moi. Parce que c'est eux, au départ, qui m'ont mis dans cette situation. Et lorsqu'on a lancé le processus d'indemnisation des victimes, alors on était à une réunion, j'ai senti que la gendarmerie, la police étaient exclus du processus. Et j'ai tapé sur la table et c'est moi qui ai fait mettre les enfants des gendarmes et des policiers dans le processus d'indemnisation. Et puis maintenant, j'ai dit aux gendarmes, bon, je suis le père de vos enfants. Si vous me provoquez prochainement, je vais chicoter vos enfants. Vous savez? Donc, c'est le fait d'être avec les gendarmes, de rentrer au camp d'Arban, d'être avec eux, ça m'a permis, n'est-ce pas, de me réhabiliter progressivement. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça m'a fait du bien. Alors, est-ce que vous êtes satisfait des actions que vous avez menées depuis lors? Ça fait un peu plus de bientôt 20 ans. Ça fait carrément 20 ans que vous menez des actions. Je ne sais pas si l'émission nous permettra de toutes les égrener, mais est-ce que vous avez une certaine satisfaction? Est-ce que vous arrivez quand même à mesurer l'impact de ces actions-là? Oui, la satisfaction, c'est les bénéficiaires qui pourront le dire. Et c'est les Ivoiriens qui pourront le juger. Mais je dis qu'à travers nos actions, ce n'est pas moi seul, nous sommes nombreux, c'est toute une équipe. L'association est composée de victimes et de parents de victimes. On a aussi parfois les aides de certains psychologues, de certains juristes, des organisations de défense des droits de l'homme qui nous encadrent quand même. Et quand on dit qu'effectivement il y a eu un déclic, il y a eu ce déclic, mais il y a eu des accompagnements, si je peux citer des noms, à Amnesty International, Human Rights Watch, et Benoît Chouet, le sociologue belge, qui nous ont encadrés à l'époque, et qui nous ont dit, mais ne tombez pas dans le cycle de vengeance et de revanche, parce que c'est un cycle que vous ne pourrez pas maîtriser. Il faut plutôt agir afin d'amener vers les gens vers la justice ou vers les structures chargées de la réconciliation et de la cohésion sociale. C'est à partir de ces actes-là qu'ils peuvent obtenir la vérité qui repart, la repentance qui leur fait oublier un certain nombre de choses et aller de la réconciliation. Tout à l'heure, vous me disiez que c'est vrai, les gens ne sont pas contents, mais il y a ceux qui ne sont pas contents, qui sont des victimes, il faut que quelqu'un soit leur porte-parole. Donc, je porte ce lourd fardeau, voilà, que j'assume. Et j'espère que vous l'assumez pleinement. Alors dans vos messages, on entend beaucoup plus le pardon. Il faut pardonner. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut exactement à la Côte d'Ivoire pour obtenir une réconciliation vraie? Je le dis à dessein parce qu'on se disait que c'était terminé, que les crises, les violences étaient loin derrière nous, mais on l'a vu encore avec les élections, tout ce qui a pu se passer, on a eu peur, on a eu vraiment froid au dos et on s'est dit, attention, il y a quelque chose qui se passe. Apparemment, les Ivoiriens ne sont pas guéris de leurs blessures. C'est vrai. Pour nous, il faut la repentance. Il faut que les Ivoiriens acceptent de se parler publiquement ou bien, je ne sais pas, à huis clos. Celui qui sait qu'il a causé tout à son prochain, il faut qu'il ait le courage de passer par un guide religieux, un chef traditionnel. Je sais que pendant la crise, voici là que j'ai posé. Parce que si je rentre dans la spiritualité, les gens ne t'ont pas vu, mais Dieu t'a vu. Quand tu vas aller dans ta mosquée, dans ton église, toi-même, tu sais que tu as fait du mal à ton voisin. Il faut avoir le courage de passer par l'imam ou le prêtre ou le pasteur pour dire, pendant la crise, voici ce que j'ai posé. Ensuite, ceux qui sont les plus courageux, n'est-ce pas, peuvent passer par d'autres entités. Par exemple, pendant mes actions, il y a un ancien étudiant que j'ai vu,
Qu'a dit le président, est-ce que tu ne peux pas de chef d'état-major de nous demander pardon parce que à Yopougon, les militaires sont venus nous frapper. Vous comprenez? Lui, il a besoin de ça. Moi, par exemple, à un certain moment donné, mon groupe avait besoin que le chef d'État et le commandant supérieur de la gendarmerie nous présentent des excuses. L'État, c'est une continuité. Ce n'est pas lui qui était là en ce moment-là, mais à un certain moment donné, il est responsable actuellement. Il peut parler au nom de la gendarmerie nationale pour présenter ses excuses. Les hommes politiques aussi. Alors, il a dit quelque chose de très pertinent. On ne sait pas parler. On a vu le cas du Rwanda où, après le génocide, il y a eu des centres d'écoute, de nombreux centres d'écoute où les gens sont venus véritablement à exposer tout ce qu'ils avaient au fond de leur cœur, au fond du ventre. Mais ça ne s'est pas fait en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela constitue un véritable danger pour les Ivoiriens? Danger, certainement, sans faire peur aux gens. C'est clair que quand il y a une crise, instamment, il faut s'arrêter pour se parler. C'est un dessein, il faut bien de donner l'exemple du Rwanda. C'est une décision au sommet de l'État. Parce que ce qu'on oublie de dire, avant d'avril à juillet 1994, là où il y a eu le génocide contre les Tutsis, qui a fait au bas mot 800 morts en moins de 100 jours, avant ça, de 1990 à 1993, il y a eu une autre guerre civile qui a dû provoquer l'assassinat du président Habyarimana, en fait, pour ne pas refaire l'histoire. Donc, c'est un peuple qui était meurtri. Mais c'est une décision qu'on prend au sommet de l'État, de dire qu'on a souffert, qu'est-ce qu'on fait pour nous en sortir? Ils sont allés dans une logique de ce qu'on appelle la juridiction transitionnelle, avec même des juridictions traditionnelles qu'ils appellent les gachacha, où, dans toutes les communautés, je sais que j'ai fait du mal, j'ai blessé, j'ai tué, j'ai heurté, je viens devant les chefs et je dis, devant celui qui a été la victime, je dis ce que j'ai fait. Mais ça permet, c'est ce qu'on appelle une démarche cathartique. Ça me permet, à terme, de faire mon deuil, puisque je connais, je mets un visage sur celui qui m'a fait du mal, qui a tué mon frère, qui a tué mon époux, qui a tué mes enfants. Ils ont pris du temps pour se parler. Et justement, malheureusement, chez nous, et c'est quand même dommage parce que M. Diaby est là, et je passe sous son contrôle, il y a quand même la CDVR, qui a fait un travail excellent avec le Premier ministre Charles Konan Banny, où ceux qui y étaient ont témoigné de ce qu'il y a eu vraiment des échanges de qualité, les victimes sont venues s'exprimer. Ça, c'était la première étape. La seconde, il a fallu que ceux qui sont reconnus comme coupables aussi viennent assumer. Ça n'a pas eu lieu. Donc, oui, on est resté dans ça. Et donc, il y a un besoin. Il y a un besoin. Il y a un besoin, il faudrait un moment ou un autre, on ne peut pas en faire l'économie. Que nous parlions, bon, en 2000 ou 2001, il y a eu le Forum des réconciliations, bon, qui a plus été une comédie parce que ça n'a pas donné grand-chose. Mais il faut repenser ces choses-là. Il faut que chacun prenne ses responsabilités dans l'intérêt, comme on dit, supérieur de la nation, qui reste à construire, justement. Alors, la question que je voulais poser, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir un ministre de la réconciliation. Donc, certainement qu'on y parviendra et que... Il faut l'espérer, oui. Ouais. Comme vous aussi, il faut l'espérer. Effectivement, quand il y a un ministère qui est dédié, c'est déjà le début d'une volonté politique. Après, sur le terrain, on verra ce que ça va donner. Mais Caroline, si vous permettez, il y avait la question d'Emmanuela et je n'ai pas pu réagir. Allez-y. Être traumatisé, être victime, et puis est-ce qu'en aidant les autres, on se soigne dans une certaine mesure? Parce qu'un traumatisme, il y a aussi des degrés. Enfin, les spécialistes le diraient mieux que moi. Je peux avoir été traumatisé, mais bon, j'ai quand même toute ma lucidité, donc je peux. Mais je peux avoir été traumatisé au point que je suis complètement inhibé, donc je n'ai même pas la force d'aller aider les autres. Donc, en fonction du degré du traumatisme, effectivement, on peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ou de la force de caractère aussi de l'individu. Ben, tout à fait, effectivement. Oui, Paulus. Alors, M. Zawi, quand on se retrouve dans une situation où toutes les parties prenantes, les parties responsables ne sont pas forcément d'accord pour assumer les responsabilités, est-ce que vous, en tant que sociologue, vous n'avez pas des stratégies ou des schémas qui nous permettent d'aller au-delà de ça, histoire de trouver éventuellement des solutions? Non, c'est pas moi qui ai des... Étant donné qu'on ne peut pas attendre indéfiniment... Non. Je vous rassure, j'ai bien compris, c'était juste pour déconner. Non, plus sérieusement, vous savez, on parle de réconciliation, comme je l'ai dit. Ça veut dire, quelque part, il y a eu un moment dans ce pays où on était tous conciliés.
de 1960 à 90, ce que moi j'appelle nos 30 glorieuses, Oui. sur le point de Fauboigny, la Côte d'Ivoire, c'était quand même un pays de référence. On se comprend. Oui, c'était la Côte d'Ivoire. Il y a eu des belles choses. Oui. Vous avez le petit Sénoufo qu'on va envoyer à Soubré pour faire école. Vous avez le petit Bété qui va aller à Korogo pour faire école. Mais c'était voulu. Il y avait des internats. Il y avait un accompagnement pour que les populations apprennent à se connaître mutuellement. Mais si je connais Paulus, dans l'instant où je le connais, on peut avoir de bonnes relations. Mais tout ça, c'était pensé. Et puis, on a tout laissé tomber. Et puis, on est revenu dans des... Donc, oui, la question demeure. Parce que tant qu'on n'est pas conscient du fait que nous sommes un pays, et étant des Ivoiriens, nous sommes tous des frères et sœurs, parce que de la même terre, ça va être un peu difficile. Il faut déjà que c'est notre perception aussi, notre relation à l'État déjà ça. Et puis l'autre point, c'est de dire, on était conciliés, on ne l'est plus, qu'est-ce qu'on fait pour nous réconcilier? Mais quand on parle de cohésion, en règle générale, ça fait appel à 3 dimensions. Mais qu'on aurait dû peut-être, on aurait dû faire attention, il y a la dimension culturelle. Moi, je viens d'une sphère culturelle qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas... Donc, mais c'est ça qui fonde aussi un homme. Donc, j'ai mes valeurs culturelles. Voilà, il y a des paradigmes qui sont miens, qui ne sont pas les vôtres. Et puis, mais qui nous portent justement. L'aspect est important. Quand je sais d'où je viens, je sais où je vais. C'est important. C'est très important, l'aspect culturel. Il y a la dimension organique, qui est que dans un pays, justement, nous sommes des individus. Chacun de nous a ses ambitions. Moi, je veux me réaliser. Vous voulez vous réaliser, vous avez une passion, vous avez des talents. Et donc, l'État doit faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle l'égalité des chances. Et c'est écrit dans la Constitution. Moi, j'aime bien l'article 4 de nos Constitutions, là, du 8 novembre 2016, qui dit que les Ivoiriens, en substance, naissent tous égaux et libres en droit. Donc, est-ce qu'on a tous la possibilité de nous réaliser? La question reste posée. Maintenant, l'autre point, c'est la dimension institutionnelle, qui touche justement à comment est-ce qu'on régule les rapports entre nous. Parce que, par définition, on a nos pulsions, on a nos intérêts parfois qui sont opposés. Comment on fait pour que, malgré tout ça, quand même, on puisse vivre en cohésion? C'est là qu'intervient l'institution pour réguler, donc la justice, qui va réparer. Donc, alors, si ces 3 dimensions sont bien tenues, il fut une époque où c'est relativement bien tenu, donc ça nous a donné la paix. Et puis, depuis 90 jusqu'à maintenant, comme par hasard, aussi 30 ans, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Donc, instantanément, il faut s'arrêter. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie autour de cette histoire de réconciliation? Parce que quand je veux dire, les relations avec les populations, normalement, il n'y a pas de problème parce qu'on se côtoie au quotidien, on se voit. Moi, j'ai ma voisine qui n'est pas de la même religion, qui n'est même pas de la même région que moi, qui m'envoie constamment de la bouillie parce qu'elle fait de la bouillie pendant le mois de carême. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de problème. Mais les premiers concernés, normalement, sont les politiciens. Mais quand il y a des actions, on indexe tout de suite la population. C'est les politiciens, je crois. Enfin, si je mens, vous m'arrêtez. C'est les politiciens qui doivent d'abord se réconcilier. C'est eux qui vont donner l'impulsion parce que c'est eux qui instrumentalisent la population. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous parce que qu'est-ce qui caractérise l'Ivoirien? L'Ivoirien, c'est la joie de vivre. L'Ivoirien, c'est le sens de la dérision. Ça, là, moi, c'est la vie. L'Ivoirien, c'est le sens... C'est ça. L'Ivoirien, c'est le sens de la fraternité. Donc, à la base, on n'a pas de problème. Moi, j'ai toujours, mon meilleur ami, c'est un Sénoufo. On a fait le lycée classique, c'est le seul ami qui est plus qu'un ami, c'est mon frère. Donc, on n'a pas ce problème-là de clivage. Et après, bien entendu, il y a l'action de nos politiques. Hein. On ne va pas non plus jeter l'anathème sur eux, mais malheureusement, ils sont au devant de la scène. Vous savez, en sociologie, il y a ce qu'on appelle l'agir communicationnel, qui coordonne à la base nos relations, mais il y a aussi que quand je suis devant la scène, quand j'agis, les gens me voient. Donc, si j'insulte les gens, il y a des citoyens aussi qui vont insulter. Ah, lui, les ministres l'ont fait, pourquoi souvent je ne le ferai pas? C'est pourquoi, dans un pays sérieux, quand on est devant la scène, on fait attention aussi à ce qu'on dit. Quand on prend la parole publiquement, on ne dit pas tout et n'importe quoi, passez-moi l'expression. Moi, je suis heureux que, bon, dernièrement, j'ai vu le président Ouattara faire signer une charte d'éthique à nos ministres. C'est encourageant, mais en même temps, ça pose question. Si en 2021, on en arrive là, c'est que je pense qu'on est vraiment conscient qu'il y a un problème. Donc, il faut aussi qu'on assume nos réalités. Il ne faut pas être dans le déni. Donc, quand il y a un problème, il faut le reconnaître. Effectivement, si on fait croire que non, tout va bien, passer, c'est qu'il n'y a rien à voir,
on se trompe. Puisque sur le terrain, il y a les conséquences. Donc, non, il y a eu des problèmes. On n'est pas... Vous savez, c'était l'exemple du Rwanda. Mais il y a eu l'Afrique du Sud, il y a des pays... La plupart des pays dans le monde ont connu des moments, ce que moi j'appelle des crises de croissance. Donc, il faut pas être dans le déni. Il y a eu des difficultés, il y a eu des atrocités, on allait trop loin. Il faut acter cela. À un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Pour que demain soit mieux envisagé, pour qu'on prenne les dispositions pour ne pas que demain, que quand il y a une élection, il y a quelqu'un qui meurt. C'est juste une hérésie. Il ne faudrait pas qu'à chaque élection, oui, mais c'est un jeu. C'est quand même la psychose, ouais. C'est un jeu. Donc, si on se met d'accord, s'il y a un minimum de consensus, vous observez qu'il y a eu les législatives le 6 mars dernier, ça s'est super bien passé. Moi, j'étais très, très heureux en tant qu'Ivoirien. Mais parce qu'il y a eu un minimum de consensus. Personnellement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko y a travaillé. Dans une logique de dialogue, il a dit, on se connaît ici, parlons-nous franchement. C'est aussi ça l'Ivoire. Et moi, je voudrais maintenant là vous parler franchement, parce que nous n'avons vraiment pas le choix. On est obligé d'aller à la pub avant de poursuivre les échanges sur ce plateau. À tout de suite. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer les personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI 1. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi avec nos invités, M. Zawi, sociologue, et M. Isiaka Diaby, victime de la crise électorale de 2000. Il a décidé aujourd'hui de lutter à travers son association pour le bien-être des victimes des crises socio-politiques, tout confondu, voilà, sans exception. C'est pas évident, mais il réussit tant bien que mal à le faire. En tout cas, nous vous remercions d'être là et surtout, bravo pour toutes les actions menées. Ouais. Alors, Manuela Pocosi a une question, normalement, juste avant la pub. Non, c'était plutôt docteur. C'était docteur Philo, voilà. C'est pas encore le temps de la piqûre, hein. Non, c'est pas le temps de la piqûre. Moi, j'ai voulu intervenir, il faut tout dire. J'ai eu un chat dans la gorge, donc peut-être qu'il y a des gens qui... Ça, c'est des attaques. Ça, c'est des attaques, ils sont vaincus. Soyez-en délivrés. Je remercie le monsieur. Je voulais poser la question. Ils sont vaincus. C'est le taxi à qui tu as lancé un sort tout à l'heure. Il n'a qu'à envoyer même. Alors, M. Zawi, vous parlez tout à l'heure de l'exemple du Rwanda. Alors, vous, bon, les Rwandais ont leur réalité. Vous qui êtes sociologue, vous qui quand même arrivez à je ne sais pas, étudier les comportements de chacun de nous. Quand vous regardez des individus, quand vous regardez le cas de la Côte d'Ivoire, parce que il faut qu'on se regarde franchement, dire la vérité, se dire franchement, voir ton frère, lui dire, bon, moi j'ai fait ça, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème donc, psychologique, cette crainte-là, de remuer encore le couteau dans la plaie? Ah oui, non, mais je failli dire, c'est un mal pour un grand bien. Ben, c'est le minimum qu'on puisse faire. Ce qui est fait est fait. Ce qui est arrivé malheureusement. Ce sont des familles qui ont été décimées, qui ont été détruites, qui ont été disloquées. Il y a eu des pertes en vies humaines. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Enfin, voilà, c'est à l'infini. Mais quand on a vécu tout ça, on fait quoi? Si on ne se parle pas franchement, ben, on entretient les récriminations, on entretient la logique de vengeance, là dont parlait M. Diaby. En fait, à l'analyse, on n'a vraiment pas le choix. Parce que, ou bien on décide de se parler, de se réconcilier, ou bien on reste dans la logique de la vengeance. Mais si j'estime que mon père a été tué il y a 10 ans ou il y a 20 ans, et que je dois éliminer le policier ou le gendarme qui l'a tué, ou le rebelle, enfin, passez-moi l'expression, qui l'a éliminé, ben, celui que je vais tuer, son enfant va aussi dire demain, ah non, c'est toi qui as tué mon père. Et puis donc on est un engrenage et on peut aussi ne pas en parler, pardonner aussi. Ah non. Oui, ça arrive souvent. Moi, non. Nous, j'en parle pas, mais moi, en tout cas, je laisse pour moi à Dieu et puis c'est fini. Oui, Philo, ça c'est une exception, c'est pas la règle. Hein, monsieur Philo, monsieur le spécialiste du pardon. Non, il faut, je dis même
à l'échelle familiale, on est entre frères et sœurs. On a eu une incompréhension, on a eu un problème où je me suis senti heurté. Idéalement, celui qui s'est senti heurté, pardon, il faut que moi qui l'ai heurté, je reconnaisse ma faute. C'est cela. Parce qu'en le faisant, je me libère, moi qui ai heurté, et je libère l'autre, en fait. Donc, d'un point de vue psychologique, et les psychologues, ils en parlent très bien, c'est toujours bon de reconnaître ce qu'on a fait, en fait. Ça participe au processus de guérison. Exactement. Parce que tant qu'on n'a pas reconnu, c'est comme si on met du vernis sur quelque chose et puis voilà, on passe à autre chose. Non, non, il faut assumer ses responsabilités, il faut assumer les actes qu'on a posés. Si j'ai fait du mal à l'occasion des crises à un voisin, il faut qu'un jour j'ai la force de lui dire. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, au plan communautaire, ça s'organise, parce qu'il faut toujours que ça soit organisé, il faut que les gens soient accompagnés, parce que bon, parfois, il y a aussi des émotions. Hein. Je peux être dans une démarche positive et puis l'autre peut mal réagir. Donc, mais c'est ça qu'il s'agit. Les communautés, au plan communautaire, il y a certainement des choses à faire. Mais pour revenir à l'exemple du Rwanda, c'est aller plus loin, parce que, comme j'ai dit, au sommet même de l'État, il y avait cette décision-là, justement, de travailler à ce qu'on sorte de là. Mais non seulement on sort de là, mais après, il y a un musée qui rappelle, où vous rentrez, vous voyez des crânes d'hommes comme ça, sur plusieurs mètres. Hein. Il ne faut pas oublier, on peut pas, non, il faut reconnaître qu'il y a eu, on allait trop loin. Parce que si vous voulez faire l'économie de ça, vous déplacez le problème. Donc, il faut l'assumer. Il faut le reconnaître. Donc ça, c'est important. Allez-y. Excusez-moi, Caroline. Avec le devoir de commémoration, comme on le voit pour la Shoah en Occident. Exactement. C'est en Belgique aussi, avec l'histoire belge, bien sûr. Tout à fait. Effectivement, vous faites bien de le dire. Parce que parfois, il faut interroger comme une autre histoire. C'est cela. Nous, aujourd'hui, nous sommes là, mais demain, dans 50 ans, dans 100 ans, on ne sera pas là. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants, il faut qu'il y ait des traces de ce que de 2000 jusqu'en pendant 30 ans, il y a eu des crises multiformes pour différentes raisons. C'est notre histoire. On peut pas cacher ça. Et justement, l'intérêt de relater cette histoire, surtout pour des personnes qui n'ont pas été forcément de près concernées. Effectivement. Donc, qu'on voit des fois qui se disent « Ah, si c'est la guerre, on va faire la guerre, on va faire la guerre. » Parce que vous n'avez pas vu. Effectivement. Vous n'avez pas vu les corps joncher les rues, vous n'avez pas échappé à la mort. Donc, vous pensez... Alors, si l'histoire, elle est connue de tous et qu'on se rend compte de notre bêtise et de nos bêtises, je dirais, je pense que ça nous permettrait quand même d'avoir du recul face à certaines situations. Tout à fait. Et c'est aussi le rôle des gens comme vous, des médias. Et c'est pourquoi dans des pays où les gens sont conscients de cela, on fait des documentaires. Pas pour prendre position. Ce n'est pas des postures partisanes. On y travaille avec les historiens, voilà, qui vont établir les faits et dire exactement ce qui s'est passé pour que ça nous enseigne. Pour que demain, on ne retombe plus. Voilà, parce que donc c'est ça le, et moi, je veux grand intérêt. De ce pas, je veux dire, déjà féliciter. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, hein, mais la RTI, ça y ressemble quand même. Je veux dire, en 2011, qui a créé des émissions, c'est-à-dire même que dans toutes les émissions, on parlait de réconciliation et de paix. Et CMidi a été véritablement la plateforme qui a réconcilié les Ivoiriens avec eux-mêmes. Parce qu'on recevait tout le monde. Ouais. De tous les partis, des personnes qui venaient s'exprimer librement sur le plateau de CMidi, des personnes qu'on valorisait sans savoir ou sans chercher à savoir de quel camp elles étaient. On l'a fait sur ce plateau. Et CMidi, c'est à juste titre qu'on dit c'est l'émission de la paix, n'est-ce pas? Alors, pour ne pas trop parler, voilà, je dirais, pour ne pas trop parler, non, bon, d'accord. Ok. Non, au fait, le client est roi chez nous. Ouais. Enfin, l'invité est roi. Voilà, je voulais m'exprimer. Il a levé la main, donc je lui passe la main. Je voulais juste dire que j'ai constaté quelque chose à travers la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont formidables. Les Ivoiriens sont formidables. Nous, on a fait l'expérience. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens formidables ici? Il y a des zones où les communautés se sont affrontées. Et lorsque nous sommes partis, mais il a suffi qu'on a rapproché 2 personnes et les autres ont suivi. Et ils se sont mis à la tâche pour travailler dans le centre de la réconciliation nationale. Je parle de la région de Sassandra, du village d'Adebem, de Gojiboué, de Tripoko et de Nyobrogoué. Mais les populations se sont affrontées. Mais lorsque nous sommes partis parler de la réconciliation, des actions en faveur des victimes, les gens se sont mis ensemble automatiquement, ça a marché.
c'est ça que nous avons voulu que les acteurs de la réconciliation nationale traduisent à grande échelle sur le plan national. Et c'est pourquoi on a demandé actuellement que les victimes soient mises au cœur du processus en tant qu'acteurs et cibles. C'est nous qui devons orienter le ministre de la réconciliation nationale vers sa cible. C'est nous qui pouvons dire au ministre, va à tel endroit, les Ivoiriens ont mal aux pieds, va les soigner. C'est à ce rythme-là qu'on pourra aller à la réconciliation. Et ensuite, je voulais interpeller les Ivoiriens sur un certain nombre de choses. Il faut que nous aussi, on arrive à s'émanciper sous l'emprise des hommes politiques. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on vit ensemble, des gens qui prennent les enfants pour aller en Europe, aller les sécuriser là-bas, nous appellent à descendre dans la rue pour nous frapper, et puis on se frappe. Alors qu'eux-mêmes, là, ils ne se frappent jamais. On n'a jamais vu un député en train de se taper dessus, même notre Assemblée nationale ici. D'ailleurs, on les voit en train de se battre, mais ils ne se sont jamais battus. Souvent, ça chauffe. Mais pourquoi dans nos quartiers, nous, on se frappe entre nous? Non, plus jamais ça. Voilà, il faut que arrêtons de nous faire manipuler par les hommes politiques. Il faut qu'on arrive à se soustraire de leur emprise et prendre notre indépendance et aller de l'avant. Merci beaucoup pour ce beau message. En tout cas, nous prenons le pardon et que chaque Ivoirien puisse pardonner à l'autre. Je veux dire, et même les victimes aussi. Voilà. Si on doit le prendre sur le plan religieux, c'est-à-dire quand tu sais qu'on t'a causé un tort, tu peux aller vers la personne qui t'a causé le tort pour lui dire pardon. Ouais. C'est ce qui est recommandé sur le plan religieux. Et aussi la personne qui a causé le tort, à elle aussi de demander pardon. C'est important. Alors, Manuela Pokosi, et si on essayait de parler du pardon, des valeurs du pardon, ici en Afrique, on va voir ça un peu plus en détail. La chronique du jeudi, c'est avec Manuela Pokosi. Manuela Pokosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Qui nous rejoignent maintenant, nous échangeons autour du pardon et de la réconciliation. Le pardon, au sens commun, est le fait de tenir une faute pour nulle, autrement dit de l'excuser. Alors saviez-vous, Caro et les invités sur le plateau, que l'on pardonne différemment selon les cultures? Par exemple, chez nous, dans les cultures africaines et asiatiques, nous sommes plus collectivistes, c'est-à-dire plus enclins à faire passer l'intérêt et l'harmonie sociale avant l'individu. On se pose davantage la question de savoir si le groupe sera en paix et plus heureux si on accorde le pardon. Et c'est pourquoi quand il n'y a pas là, on dit souvent faut laisser à Dieu, faut remettre à ceci, à cela, alors qu'à contrario, dans les cultures occidentales, qui sont généralement plus individualistes, ce qui signifie que les Occidentaux privilégient l'intérêt personnel avant le groupe et qu'ils utilisent plus souvent le pardon pour alléger un fardeau, pour se donner bonne conscience, ou se sentir qu'ils ont fait la bonne chose, une bonne action. Le pardon a une dimension religieuse, duquel on ne peut le dissocier. Il se déploie dans les champs de 3 grandes religions monothéistes que l'on connaît. Dans les livres sacrés et écritures saintes, il provient de Dieu, qui nous l'accorde si l'on se confesse, si l'on reconnaît nos péchés, si nos excuses sont sincères et si nous nous repentons, c'est-à-dire si nous nous excusons avec le désir de ne plus commettre ce même péché. Le pardon existe aussi entre hommes, on en parle depuis le début de l'émission, et nécessite toujours cette notion de confession pour être entier. L'offenseur doit avouer son péché pour être absous. Une fois ce pardon accordé, l'erreur est oubliée, sans rancune. C'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que pardonner, c'est oublier complètement la faute de l'autre sans lui en tenir rigueur. Le pardon ne doit pas être considéré comme une grâce que l'on fait à l'offenseur, comme quelque chose que nous lui offrons. Une fois que l'on pardonne, ce pardon est censé être gratuit et sans rancune. Et cela nous amène à la dimension philosophique du pardon. On en parle sans doute depuis le commencement du monde. Chaque civilisation a transmis oralement un certain nombre de réflexions sur la question, mais ce n'est qu'à la seconde moitié du XXe siècle que le pardon a pris une dimension philosophique dans les écrits, car l'humanité s'est retrouvée confrontée à des problèmes dans la sphère juridique. Et pour régler ces problèmes, elle s'est donc appuyée sur les réflexions de penseurs comme Hannah Arendt, une philosophe allemande, car l'une des questions que l'on se posait le plus était « doit-on ou peut-on tout pardonner ?» Alors je crois que la réponse appartient à chacun, selon ses valeurs et sa sensibilité, mais de nombreux philosophes se sont rejoints sur un point, et c'est sur ce dernier que j'achèverai ma chronique, car je l'ai trouvé très juste. On pardonne pour ne pas être prisonnier du ressentiment, de la tristesse ou de la haine. On n'oublie pas, mais on pardonne pour soi avant tout. Finalement, qui sommes-nous pour ne pas pardonner si Dieu lui-même pardonne? Le pardon n'est pas nécessaire dans la vie, il est essentiel, parce qu'avant de soulager l'autre, le pardon est une puissance qui nous libère et qui nous guérit. Merci infiniment, Manuela Pokosi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, si je vous ai offensé, très chers téléspectateurs, je ne pense pas. Mais si je l'ai fait, je vous demande pardon.
L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Hein, Paulus? Pour toutes les fois où tu n'as pas eu le temps de faire ta chronique, je te demande pardon. Pardon, Paulus. Et moi, je demande pardon aux internautes aussi. Alors, on vous retrouve tout de suite après cette page publicitaire. Votre avis, Paulus Agathon. Alors, sur la page Facebook, les internautes réagissent, ils sont nombreux. On a Ami Fofana qui dit merci pour cette émission qui nous interpelle encore sur le sens du pardon. On a Khaled Touré qui dit merci. À la vérité, on sait tous le sens du pardon, mais le vrai problème, c'est que quelque part, il y a une question d'orgueil. Et je termine avec le message de Brahima Bamba. Il dit, moi, je pense que le vrai problème, comme le disait notre spécialiste, c'est au niveau du gouvernement, sinon des gouvernements. Voilà. Est-ce qu'on ne veut pas éduquer nos politiciens, notamment en ce qui concerne les prises de parole? Bon, c'est sa question. Hein. Moi, je vais la transmettre à M. Zahui. Monsieur Zahui, vous n'avez pas l'intention de faire la question. Non, je suis un peu distrait, j'ai pas entendu la question. Faut la répondre peut-être, non? Qu'est-ce qu'il demandait pour lui? Je n'ai pas bien compris. Monsieur Zahui, vous êtes sûr que vous allez entendre la deuxième fois? Non, mais allez-y. Non, lui, son souhait, c'est que nous éduquions nos gouvernants, nos politiques, en fait. Tout à fait. Non, mais c'est normal. Je pense que c'est le peuple qui décide. Mais en fait, non, c'est possible de... dessin que je demande à la police de répondre à la question. Non, parce que ce qu'il faut comprendre dans une république comme la nôtre, le peuple est souverain. C'est cela. C'est le peuple qui donne son pouvoir à qui il veut. Donc, quand le président est là, le président il travaille pour nous. Les ministres qui sont nommés par le président, ils doivent nous rendre des comptes. Donc oui, et c'est moi je disais, ils sont devant la scène, ils doivent donner l'exemple en fait. C'est cela. Ils doivent être des modèles. Parce que c'est eux qu'on voit. Justement, quand on regarde le journal, c'est eux qu'on voit. C'est cela. Voilà. Donc c'est important. C'est trop prétentieux de vouloir les éduquer. C'est quand même des personnes responsables, mais qui doivent comprendre que les populations les regardent. Et d'eux, on attend des actions positives qui font avancer le pays. Donc, c'est important. Et on attend vraiment beaucoup d'eux. Hein, voilà. On les aime et on attend beaucoup d'eux. C'est normal, c'est comme des rapports de père à fils, quoi. Exactement. Et que l'État, heureusement que l'État ne perd pas de vue sa fonction régalienne. Les victimes, on a quelques victimes qu'on veut saluer, des victimes de plusieurs crises qui sont avec nous. Beaucoup de courage à vous, hein. C'est de vous qu'on est en train de parler. Et on espère que plus jamais ça ici en Côte d'Ivoire. Docteur Philo a sa piqûre, une seule piqûre aujourd'hui. C'est parti. La piqûre de Docteur Philo. On ne va pas piquer, on ne va pas piquer aujourd'hui, on va mettre la piqûre en peine, on va se parler franchement, le pardon, rien que le pardon. Tout à l'heure, quand vous parlez des gouverneurs et autres, on doit les éduquer. Il dit, mais c'est nous qui les mettons là, mais ce n'est pas nous qui rédigeons les discours. Donc ceux-là aussi doivent faire des discours. Ah, c'est trop bien dit. Voilà, ils doivent faire des discours qui nous arrangent tous. Mais le pardon, rien que le pardon, il faut pardonner. Vous avez dit tout à l'heure, quand on pardonne, toi-même là, tu es à l'aise, tu as longue vie même. Quelqu'un qui est là, qui garde, il est là, il noircit. Malgré c'est là, il noircit. Mais ton thé est bizarre. Mais des choses noires dans ton cœur, et puis tu sales comme ça, alors que tu te laves chaque jour. Quand tu pardonnes, on ne peut pas. Nous sommes, je sais pas, nous sommes en société. Alors, quand on vit ensemble comme ça, là, à tous les coups, tu vas toucher un ou l'autre, un moment, tu as fait des trucs qui n'arrivent pas l'autre. Mais même si tu fais, le courage quand même de demander pardon et de pardonner aussi. Parce qu'on dit, il y a quelqu'un qui dit que celui qui pardonne, c'est le plus fort. Ce n'est pas une faiblesse. Quand il dit je pardonne, voilà, il faut aussi fort pour pardonner. Parce que ce n'est pas facile. Sur les faibles refusent de pardonner. Voilà. Il faut voir la grandeur d'esprit. Moi, je dis, il faut... Vous parlez des documentaires tout à l'heure. Il y a tellement de choses à dire, mais hier, il dit documentaires. Il faut que les crises qu'on a vécues, il faut qu'on ressent ça, qu'on fasse des documentaires. Et que déjà même, qu'on essaie ça dans le cursus scolaire depuis le CP1. Les enfants qui arrivent maintenant, pour leur dire, voilà, telle année, il y a eu ça, telle année, il y a eu ça. Il faut qu'on on arrête de parler de la révolution industrielle, des deuxième guerre. C'est déjà passé, on n'en parle plus. Mais les crises récentes, il faut déjà inculquer, mettre ça dans la tête des enfants, qu'ils vont grandir avec ça. Et comme ça, ils vont... Mais il y en a qui est là, qui n'a même pas vu, qui ne connaît pas Hitler. Tu lui parles de Hitler, il est là. Et c'est ça, ça amène. Maintenant, sérieusement, il faut déjà parler des choses récentes. Et je l'ai au risque de me répéter, le pardon, c'est pour les forts. Et même... Les victimes n'ont pas dit indemniser. On peut donner des millions. Mais si dans ton cœur, là, tu n'as pas pardonné, mais là, ça va servir. C'est clair. Et ça va servir. Il faut savoir également dans ce sens-là. Merci infiniment. Docteur Diaby, votre mot de fin. Un mot fort. Qui va toucher les Ivoiriens. Les victimes sont le pardon vivant.
On a été les premiers à demander pardon, à appeler au pardon au palais de la présidence lors du lancement du processus d'indemnisation des victimes. On a appelé au pardon, on a dit qu'on pardonnait. Donc, on est obligé de pardonner et de vivre ensemble parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre seul bien commun. Merci infiniment. Nous avons l'obligation de l'entretenir, de l'indéguer aux générations. Belle conclusion. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. L'École supérieure de marketing de l'information et de technologie, ES-MIT, est avec nous. Merci de votre présence. Merci pour cette belle chaleur que vous nous avez distillée. Il est très difficile de pardonner car le pardon doit venir du cœur et non de la tête. C'est signé André Boutin. Merci donc de pardonner avec le cœur. On a été très heureux de vous présenter ce numéro. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro tout feu, tout flamme. D'ici là, restez sur RTI 1. C'est la meilleure des chaînes. Bye bye. Si ça peut nous passer.